Attention, la critique qui suit est une critique qui ne respecte pas le film qu'elle critique. Cette critique va également dévoiler toute l'intrigue du film. Soyez donc prévenus. On va mettre sympathique et enregistrer. Ne tournons pas autour du pot. The Arrival peut s'annoncer sympathique sur le papier et dans son premier tiers, mais sachez surtout qu'il s'agit d'un film pompeux et boursouflé. Si The Arrival soulève des questions, elles ne sont, et malgré la grosse prétention du film, que l'ombre d'une interrogation métaphysique. Comment justifier l'introduction d'un tel film, où la voix off du protagoniste principal surgit de nulle part pour ne s'adresser finalement à personne d'autre qu'elle-même? Pendant ce temps, à l'image, nous sommes les témoins dramatiques d'une vie en montage accéléré, à l'instar du Là-haut de Pixar/Disney. Spoiler. On comprend, dans l'interminable résolution de l'intrigue, que la maîtrise du langage extraterrestre ouvre des chakras neurologiques. Cette langue permet donc de façon intelligible d'entrevoir son futur. C'est surtout une incroyable pirouette scénaristique qui viendra, in fine, justifier l'ouverture problématique du film, à savoir une prise d'otage de l'affect, en rejoignant à la fin le même plan qu'au début, et en faisant semblant de remettre de l'ordre dans un chaos chronologique volontairement difficile, et surtout difficilement intéressant. Que raconte ce plan au début et à la fin du film? Pas grand-chose, sinon que le cadre est un écran de projection, surface de la baie vitrée, surface translucide dans le vaisseau, etc., mais aussi et surtout surface de la projection du film lui-même. C'est aussi une mise en abîme, avec multiplication des cadres dans le cadre et donc des surfaces. On pense à ce mur géopolitique avec correspondant en direct et non du pays. Cette mise en abîme ne forme qu'un seul tout, un contenant qui se traduirait par l'humanité tout entière. Une allégorie un peu grossière tente de basculer cette filiation entre cadre et surface, cinéma et propos sur le cinéma. Il s'agit de la présence extraterrestre sous la forme d'une grosse masse sombre et que l'on peut facilement rattacher à la maladie incurable de la jeune femme dans les flash-forward, car oui, les flashbacks sont en fait des flash-forward wow. Techniquement, il n'est pas difficile de rattacher les deux, car il n'y a littéralement rien d'autre dans le film. Lourdement donc, on comprend que la présence extraterrestre sur Terre agit sur l'humanité, comme le cancer agit sur les corps. Il surgit, surprend, rend inintelligible, devient indésirable, et provoque des dérèglements funestes. On comprend alors qu'il faut étudier le langage, renouer le dialogue avec l'inconnu pour faire face. C'est ce que le film promeut. C'est le comportement dont il fait la promotion en cas de maladie. Oui, ça oscille entre ça et l'idée aussi basiquement ridicule que il faut accepter de vivre et de mourir. Tout cela est servi bien entendu dans une mise en scène tape à l'œil qui convoque le vrai, façon Terrence Malick, gros plan bouche ouverte, gros plan main sur la nuque, etc. et tout l'attirail des gros plans et des caméras à l'épaule pour convaincre de la réalité et de l'intimité des scènes, sans oublier de se déguiser en film de Christopher Nolan. Car oui, en effet, il est difficile de ne pas penser à Interstellar et à sa volonté presque malsaine de vouloir convoquer le spectateur sur la sophistication et le sérieux du spectacle, comme pour le prédisposer à de l'intelligence qu'il n'aurait pas eu sans l'expérience du film. En gros, il prend son spectateur pour un gros con qui ne comprend rien. Du cinéma post-Google en somme. Le spectateur qui n'aura pas réussi à imposer sa propre explication aux autres pourra toujours leur proposer de taper expliquer fin Interstellar avec le moteur de recherche du smartphone qui se trouve dans leur poche. D'ailleurs, la bande-son avec orgue et sirène de Cornebrume est un copier-coller de ce que fait Hans Zimmer depuis une dizaine d'années. La résolution du film, en plus d'être injustifiable, est un paradoxe du plus mauvais goût. Les Chinois sont des méchants, pas si tentés, les Russes sont encore plus méchants, mais surtout bêtes, comme des moutons, et les Américains n'ont pas le choix, la faute aux autres, bien qu'ils fassent tout pour sauver le monde par la grâce de leur talent et de leur intelligence. Je dis la grâce pour qu'on comprenne bien l'allusion christique. Un petit groupe de militaires teubés d'ailleurs, pauvres brebis égarés, biberonnés à une version états-unienne de Jean-Jacques Bourdin, vont se transformer soudainement en de suicidaires terroristes. Humilité géopolitique de pacotille, certes, mais de dernière minute. Nous, peuple américain, ne sommes pas exclus de faire la même faute que vous. Des héros, oui, mais avant tout des humains. L'héroïne du film obtient donc le numéro de téléphone du terrible mais au final pas si méchant général chinois, au terme d'un épique paradoxe temporel, aussi invraisemblable qu'il puisse paraître, arrivant comme un cheveu sur le potage pour sortir l'intrigue de son impasse. La voilà qui passe son coup de téléphone, attention suspense, va-t-elle se faire abattre par l'armée de son propre pays, tout comme son homologue russe? Finalement, elle, simple professeure d'université, je le rappelle, sauve le monde d'un apocalypse militaire. Ce qui était annoncé au début du film est à nouveau explicité, le langage est une arme. Fin de la démonstration. L'héroïne peut enfin prendre le temps de regarder l'autre protagoniste du film, à quoi d'autre d'ailleurs aurait pu servir le personnage qu'incarne Jeremy Renner dans le film, on se le demande, et accepter son destin de mère endeuillée. Clap de fin. Alors, quitte des aliens. Que se passera-t-il donc dans 3000 ans pour qu'ils aient besoin de notre aide? Que deviendra le monde lorsque le professeur aura diffusé ses connaissances à travers le livre que l'on voit en flash forward? Ses connaissances donc sur la langue dans le monde
et donc le fameux don de précognition. L'armée va-t-elle se tenir à carreau ou utiliser ce don à des fins stratégiques, etc., etc. Autant de questions que le film ne prend même pas la peine de soulever, préférant le pathos d'une étreinte artificielle. Les deux héros sont donc prédestinés à s'aimer, comme un amer triomphe du déterminisme. Bref, au bout de ce voyage tortueux, pourtant fait 1000 fois avec brio dans le cinéma dans l'arénée, The Arrival, qui se veut une exploration linguistique, sémiologique, mais alors qu'il n'a jamais ouvert un livre ne serait-ce que dans la brute de sa vie, ne laisse rien, pas même l'ombre d'un souvenir ou d'un discours sur les procédés. The Arrival est un film vide, tournant en rond, littéralement, sur lui-même. Le véritable paradoxe qui se découvre, une fois digéré, c'est celui de faire d'un film extrêmement bavard un film qui nous laisse sans voix.